une petite anecdote quand même. Pas très, il y a quand même plusieurs années, je reçois à la maison une lettre, Monsieur Boulet de Marseille. Et la lettre est arrivée à la maison, parce qu'il n'y avait pas de secret. Un des trieurs à la poste me connaissait, Monsieur Boulet. Alors à ce moment-là, il a envoyé le facteur sans mettre l'adresse, qu'il a mis directement à l'origine. Donc j'ai mis aucune adresse dessus, Monsieur Boulet. Voilà, merci pour le monsieur. Là. Bon, bien, je peux commencer. Bien sûr. Monsieur Cohen, Jérusalem. Ça, c'est plus difficile. Vous l'êtes, il y en a quand même. Bon, Vous êtes de Constantine, il y en a quand même. bien. Alors, lorsque Béla m'a proposé de parler du DEJ, honnêtement, pendant quelques minutes, j'ai hésité. J'ai hésité parce que notre assistance comprend deux catégories de personnes. Ceux qui ont fait partie du DEJ et ceux qui ne connaissent pas le DEJ. Alors je me suis demandé, ceux qui ne connaissent pas le DEJ, ils ont peut-être tout intérêt à connaître un peu. Et ceux qui en ont fait partie, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de plus? Malgré ça, pourtant, je vais vous parler du DEJ. Je vais vous parler du DEJ pour deux raisons aussi. Pour deux raisons. La première, c'est pour Serge. Pour Serge, qui a été au DEJ, qui a été heureux d'être au DEJ. Et là-bas, sa gentillesse, sa générosité a créé une amitié durable. Et la meilleure preuve, c'est qu'on est là. On est tous là. La deuxième raison, c'est que qu'on était au DEJ ou pas au DEJ, il est bon de savoir qu'un mouvement de jeunesse, c'est pas simplement un lieu où on se rencontre en disant quelquefois quelque chose de très important, où on s'amuse quelquefois, mais que derrière les rencontres du mouvement de jeunesse, derrière le mouvement de jeunesse, il y a très souvent des motivations extrêmement importantes qui nous concernent tous. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Pour eux, pour beaucoup, le mouvement de jeunesse, c'est un lieu où on s'amuse. On se rencontre, quelquefois on rencontre les filles. Et pour les garçons. Voilà. Donc, je vais vous parler du DEJ. Je vais vous parler du DEJ, évidemment, mon propos c'est surtout sur le DEJ Marseille. Évidemment, on parlera également un petit peu d'ailleurs, mais je parle surtout de Marseille parce que j'étais à Marseille. J'ai organisé Marseille et j'ai été témoin de Marseille. Néanmoins, avant de parler du DEJ en France, on va dire quand même, pour ceux qui ne le savent pas, quelles sont les fondations du DEJ. Le DEJ a été fondé au Maroc en 1949. Il a été fondé au Maroc par des EI. Ce sont des cadres EI qui, sous la direction d'un éducateur, d'un pédagogue, qui travaillait à l'époque, je crois, comme fonctionnaire au Maroc, Edgar Gedge, eh bien, a créé un mouvement avec des buts avant tout socio-éducatifs. Je n'étais pas au Maroc, mais d'après ce que j'ai entendu dire, il y avait à l'époque au MELA des gosses qui ne s'étaient jamais lavé les dents, des gosses qui allaient un peu à droite et à gauche, des gosses d'un MELA du Moyen-Âge. Et le DEJ est intervenu, il a créé donc des unités socio-éducatives, il a créé des centres de vacances, il a créé des moniteurs, il a formé des moniteurs, et au bout de quelques temps, eh bien, il y a eu des milliers d'enfants. Et ces milliers d'enfants, eh bien, ont fait tâche d'huile et ont permis au DEJ de faire des centres de vacances à quantité. Si vous permettez, je serai peut-être un peu long, je ne sais pas de combien je dispose. 3 quarts d'heure. Merci. Bon, alors, mais il y a quelque chose que je n'avais pas l'intention de dire tout de suite, et je crois que sur la lancée, on peut en parler. Il y a environ une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, un voyage a été organisé au Maroc pour les dirigeants du DEJ en France.
nous avons été au Maroc. À l'époque, nous étions à cheval pour notre alia, avec Arlette. Et franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'arriver au Maroc avec un passeport français, tamponné de tous les côtés avec des tampons américains. Et puis mon ami Jacques Edry m'a dit, Israélien. moi, j'arrive au Maroc avec mon passeport israélien. Je viens de Tel Aviv et avec mon passeport israélien. Alors on est donc arrivé au Maroc. Si je vous en parle, simplement c'est pour vous dire que tous ceux qui nous rencontrés au Maroc, les dirigeants juifs et arabes, ont été extrêmement heureux, ont été extrêmement charmants, ont été vraiment d'un abord et d'un accueil extraordinaire. Et je voudrais simplement citer, je ne sais pas parce que j'ai mis ça tout à fait en plus, mais je voudrais simplement citer les paroles de... je me noie un petit peu dans mes papiers. Bon, les paroles, au cours d'une rencontre, nous avons été reçus par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et le ministère de la Jeunesse et des Sports nous a dit à peu près ça. Vous savez, actuellement, on a été un petit peu étonnés du départ du Maroc d'un certain nombre de dirigeants du DEJ vers la France. Mais nous sommes consolés, nous avons été très fiers de savoir que vos méthodes d'éducation, à vous, DEJ, qui avaient été formées ici, qui avaient été lancées ici, ont été maintenant adoptées par la France, par ce grand pays qu'est la France. Et ces méthodes d'éducation viennent du Maroc et sont actuellement exportées en France grâce à nous. Voilà, simplement, ça nous donne un petit peu le ton, si vous voulez, des rapports qui existaient entre le DEJ et les autorités marocaines. Et je crois que c'est déjà une entrée en matière, parce que ce DEJ, qui a si bien réussi au Maroc, eh bien, on va le voir en France. Encore une toute petite parenthèse avant. Dans les années 58 à peu près, 60, non pas 60, 57, 58, ayant beaucoup de rapports, de relations avec Edgar, avec Leclerc, j'ai voulu lancer un DEJ à Constantine. À Constantine, j'ai voulu lancer le DEJ de la manière suivante. Il y avait, surtout le dimanche matin et le jeudi matin, Talmud Torah. Et le Talmud Torah de Constantine, et je le dis en toute modestie, est le plus grand d'Afrique du Nord et de France, avec 1000 élèves à l'intérieur. Et donc, ces 1000 élèves, le jeudi matin et le dimanche matin, devaient arriver un peu plus tôt, et étaient encadrés à ce moment-là par un certain nombre de cadréis qui leur faisaient de la gymnastique et un certain nombre de jeux. Ça a duré très peu de temps d'ailleurs, parce qu'après, il a fallu penser à autre chose avec les événements qui se multipliaient. Voilà donc. J'ai fini un petit peu de parler du DEJ, une toute petite chose qui n'est pas de les dates. C'est en 1949 que le DEJ a été créé au Maroc. En 1949. Bien. En France, le DEJ est né d'un besoin. Il est né d'un besoin, et plus que d'un besoin, d'une nécessité. Nécessité de recevoir, de garantir, d'encadrer des milliers de jeunes et d'enfants qui arrivaient d'Algérie en cette année 1962. Et qui appartenaient à des centaines de familles qui, pour la plupart d'ailleurs, n'avaient jamais mis le pied en France. Là, simplement, j'ai une petite parenthèse supplémentaire. Vous savez que lorsqu'Abraham est parti pour son voyage, et que Dieu lui a dit Lech-Lecha, va vers un pays que je te montrerai, il n'est pas parti tout seul.
il a été accompagné par les 7 bénédictions. 7 bénédictions que lui a donné l'Éternel. Alors moi j'ai pensé à ces 7 bénédictions, j'ai dit, au départ d'Algérie, ils n'auront pas les 7 bénédictions, je souhaite que ces familles qui arrivaient désœuvrées, désorientées, désaxées d'Algérie, aient une bénédiction. Et la bénédiction, je veux que ce soit le DEJ qui la donne, en accueillant les enfants, justement en s'occupant de ces enfants qui étaient entièrement désorientés. Donc, au-delà de l'accueil et de l'aide apportée par les organisations sociales, autant juifs que gouvernementaux, il était important et urgent de prendre en main cette jeunesse juive qui était impétueuse, curieuse, mais extrêmement fragile. Elle était fragile, parce que beaucoup n'avaient jamais quitté leur communauté. Je pense que tout le monde ici a vécu en Afrique du Nord, ou presque. Eh bien, vous savez que les communautés d'Afrique du Nord avaient peut-être des défauts, mais elles avaient une qualité extraordinaire, c'était la chaleur. Elles étaient chaleureuses. Elles étaient chaleureuses par les liens qu'il y avait entre les familles, par les liens qu'il y avait entre les personnes, par les liens qu'il y avait avec les dirigeants. Donc, il y avait beaucoup de chaleur, et cette chaleur, ces jeunes la quittaient pour pouvoir arriver dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et dans ce pays, ils vont avoir affaire à 2 dangers. Le premier danger, c'est celui des convertisseurs. Et j'en ai connu des convertisseurs. Et des convertisseurs qui se bousculaient au portillon. Il y avait là des adventistes, des témoins de Jéhovah, des curés, des quantités de sectes à droite et à gauche qui se disputaient comme à la curée ces juifs qui arrivaient. Et ils disputaient à coups de gâteaux, à coups d'aliments, à coups de chèques. Parce qu'ils arrivaient, beaucoup ne savaient pas encore comment s'adresser aux services sociaux français ou juifs, et ils étaient désœuvrés, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas les moyens. Donc à ce moment-là, ces convertisseurs allaient, si je peux dire, à la pêche. Et je me souviens d'un après-midi, une fin d'après-midi, une soirée, où Bélier, ceux qui ont connu Bélier, c'était Roland Drahi, avec 6 ou 7 personnes, 6 ou 7 cas, littéralement a envahi un local, pour ceux qui connaissent Marseille, rue Fort-Notre-Dame, c'est-à-dire juste avant le Vieux-Port, un local dans lequel il y avait des convertisseurs avec des juifs. Ils leur avaient servi un repas qui était plus ou moins cachère, mais un repas. Et puis, ils leur donnaient des cadeaux. Et Roland Drahi est venu avec ses hommes, il a fait sortir tout le monde. Et ça s'est repassé ailleurs, ça s'est reproduit ailleurs. À La Rose, qui était une banlieue de Marseille, c'était continu. À La Rose, il y avait des convertisseurs qui étaient là. Ça, c'était le premier danger. Il fallait d'urgence s'occuper des familles, des jeunes, pour éviter qu'ils ne tombent dans ce danger. Et puis il y avait un deuxième danger. Le deuxième danger touchait beaucoup plus particulièrement les jeunes et les enfants. C'était le danger d'assimilation. Le danger d'assimilation avait 2 visages. Le visage de copain, qui arrivait à l'improviste, qui faisait comme ça, et puis le visage de jolies filles, faciles, des filles faciles. Et à ce moment-là, pour nos Algériens, pour nos Marocains, qui ne connaissaient pas les filles faciles, parce que là-bas les filles sont un peu plus difficiles quand même, et bien à ce moment-là, c'était une découverte extraordinaire. Et cette découverte bien mettait en danger tous les repères concernant évidemment la cacheroute, concernant le respect du Shabbat, etc. Peu à peu, bon, on n'est plus en Algérie maintenant, on n'est plus en Algérie, on peut passer. Voilà, donc il y avait une urgence à s'occuper de nos familles et de nos jeunes.
En prévision, si vous voulez, de cette arrivée massive de 1962, le Fonds social avait pris un certain nombre de mesures. Le Fonds social s'était réuni à l'époque avec l'Inclair, qui est élu du Maroc, et puis avec les EI. Et ils essayaient en ce moment-là de prévoir une espèce de programme, une espèce de système d'encadrement, évidemment avec une relation avec le joint, de manière à pouvoir couvrir les frais peut-être de l'unité populaire qu'elle est formée, et d'unité populaire qui évidemment ne demanderait pas de cotisation. Alors donc, voilà, si vous voulez, la prévision s'est faite plusieurs mois à l'avance. Plusieurs mois à l'avance, encore une fois, le Fonds social, avec la bénédiction du joint, les EI se sont réunis. Et nous sommes arrivés à Marseille. J'étais à Marseille un peu avant 62, parce que j'étais revenu d'une colonie de vacances à Flon, que j'avais dirigée, et puis on m'avait conseillé de ne pas rentrer à Constantine. Donc j'étais resté à Marseille. Et à ce moment-là, je reçois la visite du commissaire général des EI, Tapir à l'époque, Jacques Lévy, et je reçois la visite du président du comité directeur, qui était Jacques Pulvert. Et ils viennent me voir, ils me disent, voilà, on a des jeunes qui arrivent, il faut les accueillir. Non, il faut former des moniteurs, il faut trouver des moniteurs, il faut former des moniteurs, il faut créer des systèmes d'accueil. Et nous étions dans un meublé avec ma famille, et on avait en face un garage dans lequel on avait mis tous les meubles qu'on avait pu emporter de Constantine, parce que de Constantine, il y avait eu, on avait pu faire un cadre, mais le deuxième cadre était resté sur place, empêché par l'OAS. Le deuxième cadre n'était pas parti. Il y avait des fauteuils, il y avait la carcasse, mais il n'y avait pas les coussins. Donc, mais il y avait quand même un garage qui était nécessaire à tout ça. Et devant le garage, il y avait un piano. Et puis sur ce piano, de 11h30 à 1h30 ou à 2h, c'était pendant les heures de repas, il y avait Mélor qui jouait du piano parce qu'elle s'exerçait. Elle devait être prise en main par monsieur, l'ancien directeur du conservatoire. Bien. Et je leur ai dit, vous savez, c'est bien beau, mais je suis là, on prépare notre allié, on part. Ils m'ont dit, essaye de réfléchir. Et 2-3 jours après, je reçois une lettre. Une lettre de M. Yishua Haran, directeur mondial du département de l'organisation de l'agence juive, qui me dit, mon cher Georges, puisqu'on l'avait reçu à Constantine, mon cher Georges, après conciliation, après réflexion avec et entretien avec plusieurs dirigeants de l'agence juive et du gouvernement, on estime que tu seras actuellement beaucoup plus nécessaire à Marseille pour recevoir des jeunes, pour sauver des juifs, plutôt que de venir immédiatement en Israël. Fort de cette lettre, que j'ai toujours d'ailleurs, fort de la demande et des encouragements de l'Inclair et de Tapir, j'ai dit, bon, je fais. Alors on va essayer de commencer à recruter nos moniteurs. Alors il y avait un point qui était un peu miraculeux, un peu magique. C'était un quartier qu'on appelait Félix Piat. Pourquoi? Parce que dans ce quartier, il y avait des Égyptiens, des Juifs égyptiens qui étaient arrivés depuis 1956, qui étaient donc eux-mêmes des personnes déplacées, mais qui également, et qui parlaient français, et puis évidemment, ces personnes étaient là et pouvaient peut-être étaient disponibles. Donc, mes 2 premiers moniteurs ont été des Égyptiens. Ils s'appelaient Armand Chamla et Victor Abraham. Et quelques jours après, sur cette lancée, est venue se joindre à eux une infirmière extrêmement jolie, qui s'appelait Clotilde Benayoun, et qui était une infirmière de salle d'opération. C'était mes 3 premiers moniteurs. Et ces 3 premiers moniteurs
ont commencé à faire tragédie. Ils ont commencé à demander à... Alors, il fallait les former. Alors, on les formait bien chez moi, à la maison, tous les soirs, jusqu'à n'importe quelle heure. Je leur apprenais un certain nombre de choses sur l'animation, sur la rencontre, sur la discipline des gosses, sur la caractériologie des gosses, etc., etc. Bon, il fallait former ces moniteurs sur le tas. Et au bout de quelques temps, ces moniteurs formés. Ces moniteurs formés, notre premier boulot, c'était d'être en Marignane pour accueillir les gens, les familles qui venaient. Et puis on est arrivé au deuxième stade. Il y avait quelques moniteurs, une dizaine, une quinzaine. Les gosses. Alors les gosses, c'est assez facile. On frappe à la porte. Et les familles nous recevaient comme le Messie. Ah, ces familles qui étaient déboussolées, qui étaient très embêtées d'avoir des gosses avec eux parce qu'ils avaient des papiers à faire et un tas de choses à faire. On était le Messie. Ah, avec plaisir, avec plaisir. J'avais un local. Un local, c'était le Casim, 61 rue de la Palute, c'était du Fonds social, qui était un local administratif, qui était grand à peu près comme la moitié de cette pièce, avec un bureau. Et dans ce bureau, je faisais du travail administratif. Il n'était pas question de faire des activités de gosses ou d'animation dans ce local. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les activités d'animation, les activités de gosses, les chants, les jeux, etc., se passaient dans les cages d'escalier. Dans les cages d'escalier, dans les cours d'immeubles, dans les cours de résidence, de vent, etc. Alors, évidemment, les gosses étaient contents, c'était à côté de chez eux. Les moniteurs, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, et les moniteurs, les apprentis futurs moniteurs. Et donc, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Alors, j'avais une crainte. Évidemment, il y avait une difficulté, c'est une difficulté de discipline. De temps en temps, il y avait un gosse qui filait et qui allait à la maison pour casser la croûte. Et puis j'avais une crainte. C'était les riverains, les locataires. On faisait du bruit, on chantait. Mais contrairement à mes craintes, les locataires, non seulement ont été heureux de nous voir, mais il y en a beaucoup qui nous ont donné un coup de main. Ils nous ont donné un coup de main, il y en a beaucoup. Dans des quartiers, parce que au fur et à mesure, on dépassait dans les quartiers. Parce que je vais vous dire une chose, et c'est une chose sur laquelle j'insisterai, les gosses ne venaient pas vers nous. C'est nous qui allions vers les gosses. Les gosses ne venaient pas au local. C'est nous qui créions un local là où les gosses habitaient. Et là, on a fait ça, on a commencé par un premier quartier qui s'appelait la Cravache, ensuite Sainte-Marguerite, ensuite on est monté vers les quartiers du Nord, etc., etc. Donc, au bout d'un certain temps, on a créé environ une bonne douzaine d'implantations dans les quartiers, avec les gens du coin, avec des moniteurs du coin, avec des enfants du coin, avec des parents du coin. Voilà. Donc, on a avancé de cette manière. Ça, c'était les activités de quartier. Je m'excuse, j'ai oublié certaines choses, mais je n'arrive jamais à lire. J'écris, mais je ne lis pas. Alors, il fallait envelopper tout ça. Il fallait, comment dire, rassembler tout ça. Et on rassemblait tout ça, on régularisait tout ça par les sorties du dimanche. Alors les sorties du dimanche, c'était des sorties où il y avait entre 10 et 25 arts de la régie marseillaise. On se envoyait vers la main. Il y avait donc alignés 12, 15, 20 arts qui étaient là et qui prenaient en charge environ 200, 300 gosses chaque dimanche. Et on sortait le dimanche, et le dimanche c'était le moment de vérité pour les gosses
et pour les moniteurs. Et les moniteurs mordaient. Ils étaient emballés, ces jeunes. Ces jeunes, ils en voulaient. Ils en voulaient, c'était extraordinaire. Alors donc, il y a eu ces sorties, qui étaient des sorties de rassemblement. Et des sorties où se rencontraient tous les quartiers de Marseille. Excusez-moi, je parle surtout de Marseille parce que je parle de Marseille, mais il faut vous dire une chose. Marseille a été le premier centre, on a créé le DEJ, on a ouvert le bureau du DEJ en avril 62. Mais au fur et à mesure, les jeunes arrivaient, il y avait donc création des autres délégations. Il y a eu Lyon, il y a eu Toulouse, il y a eu Nice, évidemment il y a eu Marseille, il y a eu... Pardon. Et je tiens à vous dire une chose, pendant qu'on faisait ce travail-là à Marseille, on arrive une personne du Maroc. C'est avec beaucoup de dévotion que j'en parle ce soir. C'était Chevreuil. C'était Chevreuil, à Plano. C'était un enseignant du Maroc, mais un enseignant qui s'occupe de jeunes, qui s'occupait d'enfants, et qui savait s'occuper d'enfants. C'était évidemment un laïc. L'un n'empêche pas l'autre. Il appartenait également donc au réseau de l'Alliance. Et Chevreuil est venu avec une mission, ouvrir une halte d'enfants. C'est-à-dire qu'en semaine, en dehors des activités que nous faisions, il fallait garder ces enfants. Et particulièrement les enfants qui avaient moins de 6 ans, moins de 7 ans, parce que malgré tout, on ne prenait pas d'enfants au-dessous de 6 ans. Ça, c'est officiel. Hein. Il y en avait qui avaient quand même 5 ans. Mais il y avait des enfants de 3 ans, il y avait des enfants de 2 ans. Il fallait les garder pendant que leur famille, pendant que leurs parents allaient faire des démarches pour essayer de s'intégrer à la société française. Et il y avait la halte d'enfants qui était dirigée par Chevreuil dans les bâtiments de Rosé, l'œuvre de secours aux enfants, qu'on avait mis gentiment et très gentiment à notre disposition. Et Chevreuil a fait son boulot ici, dans cette halte d'enfants pendant plusieurs mois. Et ensuite, il est parti de la halte d'enfants pour ouvrir la délégation de Nice-Côte d'Azur. Nice-Côte d'Azur, vous le siège. Nice-Côte d'Azur, dont beaucoup sont ici les anciens participants de cette délégation. Et donc, je continue, il y avait la halte d'enfants, il y avait nos activités. Et puis après, en juillet-août, on a ouvert des centres aérés. Les centres aérés, c'était le départ le matin, le retour le soir. C'était comme les sorties, mais avec le repas au milieu, avec un tas de choses. Et donc, ces centres aérés qui réunissaient également entre 300 et 400 gosses. Et ces centres aérés avaient la qualité suivante, c'est que dans la journée, il y avait des enfants, mais le soir, après le départ des enfants, les moniteurs restaient sur place. Et on faisait de la formation. De la formation qui était de la formation sur le terrain, mais en dehors de la formation sur le terrain, l'exploitation de la journée, etc. Voilà. Et après, il y a eu... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce premier chapitre, sur ce premier point? Sur ce premier point, donc, il y a eu les centres aérés. Et ensuite, aux centres aérés ont succédé les colonies de vacances de plus en plus importantes. Je crois que sur ce premier plan, c'est-à-dire ce recrutement, encore une fois, je tiens à dire que je parle de Marseille parce que j'ai été témoin, mais que les autres délégations, les autres villes, ont connu le même parcours, avec les mêmes difficultés, les mêmes joies, les mêmes réussites. Vous venez l'argent. C'est facile. J'ai commencé, j'ai dit qu'il y avait, avant tout, une action du Fonds social et une bénédiction du joint. Donc, la bénédiction, quand on fait la bénédiction des coalitions, on pense également aux moyens. Donc, la bénédiction, c'était les moyens. Et il y avait les moyens du joint. Donc,
les moyens du joint et qui étaient immenses parce que tout était gratuit, tout était, comment dire, payant ou payé. Donc c'était donc de l'argent du joint. Et encore une fois, je répète une chose extrêmement importante. Le DEJ est né avec l'organisation générale du Fonds social, l'argent du joint et l'encadrement des EI. Ça, il faut le savoir. Il faut que les jeunes qui aujourd'hui sont au DEJ, il faut que les jeunes qui aujourd'hui sont aux EI sachent que les premiers pas du DEJ partout, en France et au Maroc, ont été dus à des cadres EI. Et à Marseille particulièrement, je salue ici la mémoire de mes deux adjoints, qui étaient Bélier et Raksha. Raksha, c'était... non, son prénom. Viviane Bacouche. Et Roland Drahi, évidemment, c'était les adjoints à Constantine et mes adjoints sur place. Voilà donc ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur cette première partie, si je puis dire? La charade qu'il y avait à Marseille, Pardon? le camp d'Alia qu'il y avait à Marseille, vous l'avez bien? Non, Le camp non, d'Arenas. le camp d'Arenas était un camp de transit pour les futurs Olympiques. Il était totalement en dehors de Marseille, c'était à Arenas, et on n'a pas eu du tout de contact avec eux, ni dans un sens, ni dans un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a encore le nombre, si vous voulez, le nombre, ce qui était extraordinaire, ça a été cette montée des moniteurs. Encore une fois, ils avaient des cours 5 soirs par semaine à la maison. Et ils en voulaient. Et le dimanche, il y avait un cours supplémentaire. À partir des centrales aériennes, c'était des cours supplémentaires. Et c'était des moniteurs qui étaient ouverts à tout. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une mise au point, si vous me permettez. Premièrement, tous les enfants, tous les jeunes étaient les bienvenus au DEJ. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de frontières, ni sur le plan religieux. On peut être religieux, pratiquant, ultra pratiquant, ou absolument ignorant de tout du judaïsme, n'ayant jamais mis les pieds dans une synagogue ou dans un tableau de Torah, tous les jeunes juifs étaient les bienvenus. Ça, c'est un premier point. Il n'y a pas de limite, ni sur le plan religieux, ni sur le plan financier. Comme dirait la chanson, fils de riches ou fils de pauvres, ils étaient tous les bienvenus. Il n'y avait pas sur le plan géographique, pour n'importe où. Ça, c'est un premier plan, un premier point. Deuxième point. Qu'est-ce qui va se passer dans les sorties? Qu'est-ce qui va se passer dans les centres aériens? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, nous avons adopté la tradition EI, le pluralisme EI. Qu'est-ce que c'est que le pluralisme EI? Le pluralisme EI, bien, c'est tout simplement que tout le monde doit être à l'aise. Tout le monde doit être à l'aise, ça veut dire que ceux qui mangent cachère doivent être à l'aise et manger cachère. Donc la cache-route de notre cuisine, quels que soient les lieux, quels que soient les moments, était absolument complète, absolument rigoureuse. C'est une vraie cache-route. Deuxièmement, le Shabbat est un Shabbat respecté. Mais j'ajouterai quelque chose, non seulement respecté, mais enrichi de tous ses côtés positifs. Et je parle particulièrement, évidemment, il n'y avait pas de centrale de Shabbat, mais ensuite il y a eu les colonies. Et dans les colonies, alors le Shabbat, c'était les nappes blanches, c'était habillé en blanc, tout le monde, c'était la douche avant, et c'était à ce moment-là la shabbatisation, l'arrivée en chantant un lichadodé à la mode hassidique, une vraie lichadodé qui accueillit la Knesset Shabbat, etc., etc. C'était donc des Shabbatot, comme les jeunes n'en avaient jamais connu. C'était quelque chose d'extraordinaire. De vrais Shabbatot, de fêtes,
de vrais Shabbatot, tel que le veut la tradition, la vraie tradition juive, un lieu dans le temps. Un lieu dans le temps où on est bien. Voilà, ça c'était les Shabbatot. Et donc, chacun devait se trouver à l'aise chez nous. À l'aise, les religieux, c'était bien. Les non-religieux, c'était bien. La prière, eh bien il y avait la prière. La prière, il y avait, si vous voulez, plusieurs stades de prière, pour ceux qui avaient en plus, etc. Voilà. Donc, je tiens à dire que sur ce plan-là également, il y avait un pluralisme qui était un pluralisme d'ouverture. Est-ce qu'il y a une question? Deux questions. Est-ce que les riverains ne voulaient pas aussi participer? Vous avez dit qu'il y avait un super Bravo. accueil. Très bonne question. Vous voyez, heureusement que vous palliez à mes notes. Les parents. Les parents, au début, ils ont été heureux. On était une garderie pour eux. Une garderie d'enfants. Et puis, les parents ont commencé à mordre. Ils ont commencé à s'intéresser à l'action, à notre motivation, qui est une motivation qui est au-delà de la garderie. Donc les parents ont commencé à demander à participer, à être avec nous. Et on a créé des journées de parents qui étaient animées par des gosses. Et ces journées de parents rassemblaient une centaine de familles. Une centaine de familles qui venaient soit par car, soit par auto particulière, et il y avait des activités qui étaient prévues, et les parents ont mordu. Ensuite, il y a eu des comités de parents, etc. Ça. Mais au départ, donc, les parents ont mordu et nous ont aidés. Allez, Je parlais des Français. Des Français. Des non-juifs. Des non-juifs. Est-ce qu'ils n'étaient pas, vu que c'était dans les cours, dans les cages, est-ce qu'ils n'étaient pas tentés d'envoyer aussi leurs enfants? Non. D'abord, il faut vous dire une chose. Nous allions dans des lieux où il y avait une majorité de juifs. Vous ne connaissez peut-être pas Marseille. À Félix Piat, il fallait une loupe pour trouver un non-juif dans une maison de Félix Piat. Et puis, on a fait la cravache. La cravache, il y avait des juifs. Et puis, on a fait Saint-Just. On a fait Corot. On a fait La Rose. Et là-bas, il y avait des juifs. Alors, et puis ça, il y avait tellement de gentillesse chez ces enfants, chez ces moniteurs, qui associaient le plus possible ceux qui étaient autour à des chansons, à des danses, etc., que vraiment, on n'a jamais eu de problème. Jamais. Une question encore? J'avance. J'ai écrit en gros, je ne sais pas sur quelle page, je vais oublier certainement les quantités de pages, j'ai écrit en gros, après l'urgent, l'essentiel. L'essentiel, c'était vraiment de passer à l'éducation et à la formation juive. À la formation juive, il fallait inculquer les valeurs du judaïsme. Ces valeurs du judaïsme que beaucoup ne connaissent pas. Et ces valeurs du judaïsme, quand on en parle, quand on dit les valeurs du judaïsme, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Juifs ou non juifs. Et malheureusement, beaucoup de juifs. Pour certains juifs, on fait attention, si vous voulez, à la forme, on fait attention à aux traditions. Les valeurs, qu'est-ce que ça veut dire, les valeurs juives? Alors, il fallait donc faire une formation de ce côté-là. Et ce côté-là, le DEJ a mis le paquet. Le DEJ général. On avait, si vous voulez, d'abord, encore une fois, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je vous dis, mes notes, je les ai laissées un peu plus loin. Je reviens, notre action était axée sur deux axes, si vous voulez. Il y avait un axe central, qui était moi, si je puis dire, et notre local de la rue de la Palude, qui était pour le planning général, pour les relations extérieures, pour les finances,
pour tout. C'était. Et puis il y avait l'action dans les quartiers, qui était l'action donc qui était une action qui était décentralisée. Voilà. En ce qui concerne la formation, et ce que j'appelle l'essentiel, elle s'est faite à 3 niveaux. Elle s'est faite, comme je l'ai dit, au niveau régional, par des journées d'études, par des cours, par la suite au centre aéré, la suite aux sorties, parce qu'il faut dire une chose, on exploitait les sorties. Après la sortie, une fois que les gosses sont rentrés chez eux, les moniteurs avaient réunion. Et si vous voulez, et on exploitait la sortie, et on travaillait sur la sortie, et on formait sur la sortie. Donc, c'était une formation régionale. Et puis, il y a eu une formation nationale avec l'ouverture de la Tour de Mars, de Gvat, d'autres également, et surtout de Boltigen. Alors, Boltigen, 2 mots rapides sur Boltigen. Boltigen, c'était un lieu magique où on est pour la formation, où il y avait, si vous voulez, une permanence de formation, d'éclairage, et c'était Manitou. Manitou était là, à Boltigen, du premier au dernier jour, Boltigen, et c'était une avalanche, pas de cours, de sujets. On commençait un sujet, on passe à... Et puis, il y a eu la participation, la collaboration de beaucoup de gens. Le rabbin Gottlieb, Daniel Gottlieb, David Bessas, José Eisenberg, d'autres rabbins, et puis des conférenciers, et puis même des metteurs en scène qui venaient et qui étaient là, et qui apportaient une qualité de formation extraordinaire, une qualité à Boltigen extraordinaire. Ça n'empêchait pas, je me souviens, on jouait quelquefois au ping-foot, avec, j'avais comme associé Manitou, et en face de moi, on avait Gottlieb, très souvent Gottlieb à Eisenberg, il commençait la partie en disant « Messieurs les rabbins, pas de miracle. Hein. » Alors, donc, vous voyez un petit peu, ça donne un petit peu l'ambiance. Et c'était Boltigen, avec on en ressortait extrêmement enrichi de tout, et dans tous les domaines, et aussi bien sur le plan culturel que sur le plan physique et sportif, parce qu'il y avait le ski à côté, il y avait le ski, il y avait les luges, il y avait bon, tout ce qu'on peut, voilà. Donc, après l'urgent, l'essentiel. Donc, premier point, c'était la région. Deuxième point, c'était les lieux et les centres de vacances et de formation. Et le troisième point, c'était Paris. Avec en 1963, l'ouverture du centre communautaire de la Poissonnière, qui s'est ouvert en 1963 avec Edmond et l'année. Et puis, c'était Paris, où il y avait la centralisation de toutes les actions, où il y avait les conseils nationaux. Le premier conseil national a eu lieu en 1964. Et je peux vous dire que Marseille, d'en parler, mais simplement c'est pour situer. Marseille est arrivé avec un cas de... Je crois que tu y étais, voilà. Avec un cas de plus de 50. À l'époque, il y avait encore quelques Edry, Jacques Edry qui était avec eux. Bon, il y avait plus de 50, 55 ou 60 moniteurs qui sont montés à ce moment-là. En 64, et il y a eu des quantités de moniteurs venant de tous les côtés. Je vous rappelle encore, et c'était magnifique. Excusez-moi, mais vous savez, quand on parle, on ne peut pas empêcher une dose d'émotion. Pour l'émotion de Boltigen, l'émotion des premiers conseils nationaux, c'était Bouzbib. Simon Bouzbib a eu une voix qui était une voix magnifique. Une voix magnifique, et qui nous entraînait, qui nous apprenait le bench. Et c'était vous savez, la Birkat Amazon, telle qu'on a commencé, telle que beaucoup d'entre nous l'ont apprise à ce moment-là, le bench Ashkenaz.
mais qui était magnifique, qui était entraînant. C'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors l'essentiel, c'était donc de créer les conditions d'enseignement de ces valeurs. Encore une fois, je vous dis ces valeurs que beaucoup ne connaissent pas. Ces valeurs, si on avait le temps, je ne sais pas, je sais quand même depuis combien de temps je parle, je vais m'arrêter quand même. Mais ces valeurs, où il y avait des thèmes qu'on peut couvrir ensemble, quand vous voulez. Des thèmes, être et avoir. Être et avoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour le judaïsme, des rapports avec le temps et l'espace. Être, c'est le temps. Avoir, c'est l'espace. Être et avoir. Des thèmes sur l'individu et la collectivité. Une histoire. Une toute petite histoire chassidique. Une histoire sur le code. Non, c'est toi qui arrive après. Tu piages la patience. Non, simplement, comme vous connaissez certainement l'individu et la collectivité. Dans un village, un jour on voit un oiseau pariolé magnifique, et qui avait des chansons extraordinaires, qui chantaient, qui sifflaient, qui voltaient avec des plumes de toutes les couleurs. Et cet oiseau, tout à coup, se plante où? En haut d'un arbre. Tout à fait en haut d'un arbre. Le tronc est lisse, difficile, on ne peut pas monter. Alors il y a un moyen pour essayer de cueillir l'oiseau. On va faire la pyramide humaine. Alors il y en a quelques-uns qui se mettent en bas, et puis il y en a d'autres qui montent au-dessus, 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 pour arriver jusqu'à l'oiseau. Mais ça prend du temps et beaucoup d'efforts. Il y en a en bas qui s'impatientent. Alors il dit, moi je pars. L'individu et la collectivité. La collectivité, je me suis amusé à dire dernièrement une paracha qui s'appelle Nitzavim. Nitzavim Atem, Nitzavim Ayom, Kolechem, Livnei Shim. C'est dans des barils. Qu'est-ce que c'est que des barils? C'est la communauté, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, vous êtes tous là au début. Et alors, il y a un mot qui m'a sauté aux yeux, Nitzavim. Ça vient de quel mot? Comment on dit un monument? Matseva. Donc, quand vous êtes ensemble, vous êtes solides, durs, solidaires, ensemble, comme un monument de pierre. Et c'est parce que vous êtes ensemble, parce que vous êtes solidaires, qu'à ce moment-là, vous êtes tous là, debout. Quand on n'est pas ensemble, on ne peut pas être debout. On est abattu. Alors c'est ça le juge, c'est ça l'individu. Et puis d'autres, un thème extraordinaire qui a été repris, enrichi par Manitou, c'est le terme donné par le Rav Ashlag, recevoir et donner. On reçoit pour être. On donne pour être en paix avec sa conscience. Pour être bien, on donne. Mais on reçoit parce qu'il faut être. Et on est, comment on est? Manitou nous disait, on n'est jamais. On continue d'être. On arrive à être. Et on aboutit. On monte vers l'être. C'est la montée. La célèbre montée du judaïsme. Cette montée, je vous rappelle que quand on fait la Havdalah, on commence par le Kiddush, on continue par sentir, on regarde, et ensuite on dit, Amabdel Bekodesh Yahweh, on est monté vers la sainteté, pour que la sainteté du Shabbat rejaillisse sur la sainteté de la semaine. Il y a un thème, c'est aimer. L'amour. Aimer, c'est tout le but de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence par un bête, on finit par Israël, par un Lamed. Quand on lit, comme on doit le lire, ça fait lève, le cœur.
Le but de la Torah, c'est le cœur. Vous voyez, alors, nous avons beaucoup de choses à dire. Et ça, les résultats, très vite, je termine. Enfin, les résultats. Ben, les résultats, il y a un premier résultat, c'est une amitié qui a dépassé le temps, qui a transcendé le temps, nous sommes là. Et quand on n'est pas là, et quand on rencontre quelqu'un qui a un jour participé à nos activités, à nos stages, à nos camps, il est là. Il y a des parents, des grands-parents qui viennent et qui disent à l'enfant, tu vois, monsieur, bon, on était ensemble au camp, et on a laissé le déj, et je ne serais pas là si c'était pas le déj. Voilà des mariages déj. Il y en a eu. Dieu bénisse. Baruch Hashem. Il y a eu des mariages déj. Des gens du déj qui participent au comité, aux actions communautaires, il y en a, et il en faut. Voilà ce qu'on pourrait dire. Évidemment, je suis à votre disposition pour continuer. Mais je crois que maintenant, il faut s'arrêter. D'accord.